On dit souvent que les différents domaines artistiques communiquent tous entre eux. C'est quelque chose que vous avez expérimenté? Je ne veux pas être un architecte qui écrit ou un écrivain qui peint. Je fais les trois avec le même enthousiasme, le même sérieux. Que souhaitez-vous transmettre à travers ces œuvres? Votre émotion, c'est la vôtre. Moi, je ne trafique pas votre émotion. Vous pensez qu'il y a un risque que l'inspiration s'épuise? C'est même pas des périodes de doute, c'est que je doute tout le temps. Alors sur quels critères peut-on juger la réussite ou l'échec dans la construction d'un bâtiment moderne? L'architecture est faite pour habiter. Né le 10 juillet 1938 à Bordeaux, Paul Andreu est un architecte français spécialiste des constructions aéroportuaires. Il a construit l'essentiel des bâtiments de l'aéroport Charles de Gaulle, plusieurs aérogares en France, notamment à Nice et à Bordeaux, et beaucoup d'autres à l'étranger, notamment à Abu Dhabi, Jakarta, Le Caire, Dar es Salaam ou encore Shanghai. Il a également signé le musée de la mer à Osaka, l'Oriental Art Center de Shanghai et la plus célèbre de ses œuvres, l'Opéra de Pékin, située au cœur de la capitale chinoise. Lauréat de nombreux prix, en particulier le Grand Prix national d'architecture, mais aussi le Grand Prix du Globe de cristal, il est membre de l'Académie des Beaux-Arts. Paul Andreu développe depuis quelques années d'autres talents, l'écriture romanesque ainsi que la peinture. Bonjour Monsieur Paul Andreu, bienvenue dans Parlons-en. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui en tant qu'artiste peintre. Il y a une exposition intitulée Dialogue avec le papier qui se déroule actuellement dans la Maison des Arts Ishupa à Beijing. Vous portez donc trois étiquettes, architecte, écrivain et peintre. Quel regard portez-vous sur ces trois activités? Ces trois activités, pour moi, complémentaires et indépendantes. Je veux dire que je ne veux pas être un architecte qui écrit ou un écrivain qui peint. Je fais les trois avec le même enthousiasme, le même sérieux. Alors, est-ce que je fais mieux quelque chose? Ça, on verra bien quand je serai mort, quoi. Hein? Mais pour moi, c'est ces trois choses qui sont complémentaires, vous voyez. L'architecture, c'est très bien, j'ai fait ça 50 ans. Les romans, ça se fait tout seul. C'est long aussi, c'est compliqué, mais ça se fait tout seul. Et la peinture, ça se fait tout seul, mais c'est plus vite, c'est autre chose. Donc voilà, moi, ça me plaît aussi de faire des choses tout seul. De ne pas faire des choses avec un groupe, avec des machins, avec des clients, de ne pas penser comment on va interpréter les choses. Voilà, d'être libre. Et ça me plaît surtout d'être un débutant. On dit souvent que les différents domaines artistiques communiquent tous entre eux. C'est quelque chose que vous avez expérimenté? Ils communiquent par la racine, par l'origine. C'est-à-dire que il y a en général, et vous avez chaque personne en général une manière de questionner les choses, le monde, la vie. Mais ensuite, ils ne sont bien que quand ils deviennent autonomes. Si vous commentez la peinture, c'est pas bien. Si la peinture c'est une illustration de l'architecture, c'est pas assez bien. Il faut que chaque chose soit vraiment à son sommet. L'architecture elle-même pour elle-même, la peinture pour elle-même, l'écriture pour elle-même. Et même, vous voyez, dans l'art chinois, qui mélange beaucoup l'écriture et la peinture, ça fait partie de l'art chinois, beaucoup plus que de l'art occidental, de mélanger les deux. Mais même moi, pour moi qui le regarde et qui ne comprend pas le chinois, je vois bien que ça va ensemble, mais chacun est indépendant. Même graphiquement, on sent bien qu'il y a le dessin et il y a l'écriture, ils sont faits pour aller ensemble, mais de fait, chacun est indépendant. La plupart des œuvres exposées sont réalisées dans un style abstrait. Que souhaitez-vous transmettre à travers ces œuvres? Elles sont en fait toutes abstraites. Moi, je pense qu'une œuvre d'art, que ce soit l'architecture, même un roman, même
Elle n'est pas chargée de vous dire, de vous délivrer un message. Je pense qu'elle est là pour exister d'abord, et pour que vous la regardiez, que vous la lisiez, que vous viviez dedans si c'est de l'architecture, et qu'elle vous permette, vous, de vous développer, vous, de pénétrer à l'intérieur de cet objet, une architecture, un dessin, un roman. Et ça ne marche vraiment que si vous en devenez vous-même l'auteur, que si vous le pénétrez au point que vous devenez l'auteur, que ça vous apporte quelque chose, que ça vous fait grandir. Et de ce point de vue-là, je dirais une peinture abstraite, ça marche très bien de ce point de vue-là, puisque je ne vous dis pas ça représente quelque chose, c'est un beau vieillard qu'il faut admirer, ou une jeune femme merveilleuse, ou un rêve, ou un paysage, mais vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Si vous avez envie d'y voir une image, un paysage, vous le voyez. Moi, c'est pas mon problème. C'est vous. Si vous voulez y voir simplement des traits de la matière, un jeu de transparence et de brillant, c'est à vous. C'est vous qui faites l'ouvrage. Il existe matériellement. Votre émotion, c'est la vôtre. Moi, je ne trafique pas votre émotion. Je ne la crée pas. Je n'essaie pas de vous rendre gai, triste ou quoi que ce soit. Voilà, c'est vous. J'ai l'impression que vous accordez une grande importance aux matières, qu'il s'agisse de la peinture ou de l'architecture. Oui, ça m'intéresse beaucoup. C'est pour ça, en même temps que je fais tout ce que j'ai fait là, c'est fait sur du papier. Bon, parce que j'aime la matière du papier. J'aime le toucher, le papier. J'aime l'avoir dans les mains, quoi. Hein? J'aime que ça puisse aller relativement vite. L'avoir dans les mains, au besoin de le déformer d'ailleurs, au besoin de le travailler lui-même, et enfin passer mon temps à le déformer, à le peindre, et à vrai dire, contrairement à l'architecture où il faut toujours prévoir, mais vous ne commencez pas à construire en ne sachant pas ce que vous allez faire. Il faut prévoir tout dans le détail, la couleur, le petit détail de la vis. Là, au contraire, je ne prévois rien du tout. Je prends du papier, je prends de la peinture, je mets le papier par terre, je fais ça par terre à quatre pattes. Et des fois, je me dis vaguement ce que je vais utiliser. Je regarde les pots de peinture, celle-là. En général, c'est toujours du noir d'ailleurs. Et voilà, je me mets dans une situation pour travailler et je me mets à faire quelque chose. Mais je ne viens pas avec un projet. C'est pas un projet, c'est vraiment une situation dans laquelle je produis quelque chose. Et si ça m'intéresse, je le garde. Si ça ne m'intéresse pas, je l'écarte. Et si ça m'intéresse, j'essaie après de travailler dans cet horizon-là, un moment. Peut-être je fais une série de peintures de 3, 4. Ça ne dépasse jamais 8 ou 10. Et après, ça m'ennuie. Je me dis, tu reproduis, tu fabriques. C'est l'usine, j'arrête. Je fais autre chose. Donc, vos idées, vos méthodes de création quand vous peignez, est-ce qu'elles se rapprochent de votre travail dans l'architecture? Non. Non, elles sont beaucoup plus spontanées. Elles sont beaucoup plus... elles vont beaucoup plus à l'origine de mes émotions. Dans l'architecture, le compliqué, ce qui est très compliqué, c'est que vous avez une émotion à un moment où vous voulez faire quelque chose. Et puis, ça dure. Il faut que ça passe par l'approbation des uns, des autres, les ingénieurs, les décorateurs, tout le monde travaille, tout le monde. Et il ne faut pas perdre le fil. Il faut améliorer les choses si on peut. Mais il ne faut pas perdre le fil, il ne faut pas écouter tout le monde. De temps en temps, vous êtes coincé, parce que c'est une pensée que vous avez eue il y a très longtemps, et 5 ans après, il faut être fidèle à cette pensée. Ça, c'est compliqué. Hein? Tandis qu'avec la peinture, ça va beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Depuis une dizaine d'années, Paul Andreu a développé une activité picturale dans laquelle il explore différentes techniques.
Sur ses œuvres, les couleurs noires, blancs, rouges, des lignes et des reliefs dominent. Dans l'exposition Dialogue avec le papier, tous ces éléments comptent par l'effet d'une variété de combinaisons. Donc, là vous ne le voyez pas, mais ça, tout ça, c'est des plis du papier. C'est des plis du second papier qui est collé sur le premier. Et il y a de la peinture entre les deux et il y a de la peinture qui vient par-dessus. C'est un mélange, vous voyez, pour que ça vienne petit à petit. Vous voyez? Et ça vient un peu, ça intègre du hasard. C'est-à-dire que je colle un papier, mais je le laisse se froisser. Je veux le froisser, mais je laisse le hasard se faire un peu. Et je le contrôle, et je le regarde. Et je l'adopte, ce hasard. Je veux dire que si c'est pas bien, j'arrête. Mais si ça m'intéresse, au contraire, je vais dire, ah, et si je passais du noir? Alors je passe du noir. Et si effectivement, comme ça, il s'imprègne bien, il reste, ah, j'attends que ça sèche et je regarde. Et ça, je ne peux pas le faire en architecture. Si je fais en architecture, mon client, il est fou. Je ne peux pas lui dire, j'ai raté mon bâtiment, je le démolis. Et vous pensez ce que vous voulez, ou vous pensez rien. Hein? À force de penser des choses différentes, à la fin, vous pensez rien, et vous êtes dans un état de plaisir, de bonheur. Et c'est ça l'œuvre d'art. Pour Paul Andreu, la création de ses œuvres est une activité intime. Il ne cherche pas à communiquer une émotion particulière au public. Chacun est invité à utiliser sa propre imagination. L'impression est très profonde. C'est curieux parce que c'est de la peinture abstraite. Donc je n'ai pas d'explication. Ce qui est étrange, c'est qu'avec des choses aussi simples que du papier froissé et de l'encre, arriver à créer une telle impression. Et pour moi, ça relève d'une sorte de communion spirituelle avec les choses, avec la matière. Et en plus, je trouve dans cette forme quelque chose qui exprime la nature, le monde, la complexité, le blanc, le noir. Et il y a beaucoup de points communs, de liens avec l'art chinois. 这些呢，就像是他当年的这些草图的纸，被他扔在废纸篓的，今天复活了，而且开始显影了。这就是我的一个直观的感受。实际上呢，这个里边，它不仅仅是用一个艺术的原理，它里边我想有很深的哲学的思考。它的这种画画的这种元素，首先呢就是中西结合，从白板到宣纸它都运用了，而且呢它的那个绘画手法也跟咱们中国的不太一样，就像这种刮板式的，还有我喜欢这幅就是把那个白纸揉皱了之后，然后在上面晕染，我觉得它的这种是相对的会比较创新一点，而且呢就是给人家感觉就是非常有联想或者浮想联翩的那种感觉。 Le Grand Théâtre National de Chine est certainement votre réalisation la plus célèbre. Vous y avez consacré beaucoup de temps et d'efforts. Vos rêves d'architecte, vous y êtes parvenu à les concrétiser? J'ai pratiquement jamais eu de rêve de bâtiment de manière abstraite. Je veux dire, j'ai toujours rêvé quand je voyais un concours, un programme, de dire « Ah, ça, je le ferais volontiers ». Il n'y a qu'une chose que j'ai envie de faire maintenant, c'est un jardin. J'ai déjà fait un projet, mais bon, il est arrêté. Encore une fois, moi peut-être qu'un jour, si je vis suffisamment vieux, je ferai une grande sculpture, qui sera aussi un endroit où on pourra rentrer. Mais peut-être le jardin est déjà ça, voyez. Un jardin avec des sculptures, peut-être avec des volumes dans lesquels, oui, qui n'auront pas de fonction directe, peut-être. Sur une période de presque 40 ans, vous avez construit plus de 50 aéroports dans le monde. Quand on a travaillé dans un même secteur pendant tant d'années, vous pensez qu'il y a un risque que l'inspiration s'épuise? Un peu. C'est comme les séries en peinture. Hein. Si vous n'inventez pas à tout moment, si vous ne changez pas quelque chose,
Si vous vous mettez à vous répéter, c'est ennuyeux pour vous, et c'est pas bon pour les autres. Donc il faut à la fois être sérieux, partir toujours de la fonction, partir toujours du contexte géographique, de la culture dans laquelle vous travaillez, et en même temps vous renouveler, mais pas vous renouveler en faisant des bêtises, quoi. C'est une espèce de demande comme ça maintenant qu'on a beaucoup, et souvent en Chine, c'est un petit défaut, de vouloir des icônes, des bâtiments iconiques, des bâtiments que personne n'a jamais vus. C'est vrai que ces dernières années, en Chine, on voit beaucoup de bâtiments se dresser dans les villes chinoises qui ont pour ambition de battre des records asiatiques ou mondiaux de hauteur. Ouais, les records, ils sont faits pour être battus. Woody Allen dit ça, les records, ils sont faits pour être battus. Donc si vous travaillez à un record, vous serez toujours battu. Et les hauteurs, il y en a toujours un plus haut. Et il y a quelque chose qui est beaucoup plus fondamental, et en particulier dans l'architecture chinoise, hein, traditionnelle, historique, c'est la territorialité. C'est si vous tenez une horizontale du territoire, ça on ne peut pas vous l'enlever. Hein, les grandes plateformes, le temple du ciel qui monte sur sa plateforme, tout ce qui, dans les grands paysages chinois, s'établit sur plusieurs niveaux et territorialement, ça c'est durable et formidable. Vous avez travaillé dans beaucoup de pays aux cultures très différentes. Quand on réalise un projet dans un pays étranger, vous pensez qu'il est nécessaire d'intégrer des éléments de la culture locale? Est-ce qu'il faut intégrer la tradition dans les constructions modernes? Il faudrait, si vous voulez, il faut intégrer quelque chose, mais pas de manière superficielle. D'abord, qu'est-ce que vous allez intégrer? Vous allez intégrer l'économie du pays dans lequel vous travaillez. Il ne peut pas y avoir d'art s'il n'y a pas une économie et une culture dessous. Des matériaux qui sont chers, pas chers, disponibles ici, disponibles là. Toute cette économie-là, vous devez en tenir compte. Vous êtes dans un pays qui a un climat. Vous devez en tenir compte. Vous êtes dans un pays où les gens ont une certaine relation à l'espace. Il y a des pays, par exemple, où les gens parlent très fort. Et ça leur est égal d'avoir dans les grands espaces de beaucoup de résonance. Il y a des pays, au contraire, qui ne le font pas comme ça. Il faut en tenir compte. Idéalement, il faut en tenir compte. Alors, vous ne pouvez pas tenir compte de tout, mais si vous tenez compte d'un bon nombre de ces choses, et si vous amenez en même temps vos sentiments propres et vos images propres, alors vous arrivez à quelque chose qui est original, mais qui est adapté au pays, qui peut s'enraciner dans le pays. J'essayais pas d'apprendre par cœur l'histoire chinoise et la suite des dynasties, j'allais dans les croutons. Je regardais comment les gens vivaient, comment les gens, comment les petites choses étaient construites, et petit à petit quelque chose vous pénètre. C'est comme une fleur qui pousse dans la terre, voilà. Moi je pense que le Grand Théâtre de Pékin, c'est de l'architecture chinoise. Par un Français qui l'a fait, je suis très fier d'avoir fait ça. Mais de fait, c'est de l'architecture chinoise. Comme le Louvre à Paris, une partie du Louvre à Paris, et de l'architecture française, elle a été dessinée par un Italien. C'est comme ça, on s'hybride les uns les autres. Vous êtes un architecte moderne. Vos constructions ont souvent un aspect résolument futuriste. Pour vous, qu'est-ce qui différencie les bâtiments historiques des constructions modernes? Les bâtiments historiques, ils ont été modernes, et puis ils ne le sont plus. C'est comme les gens qui sont jeunes et qui ne le sont plus. Mais ça ne les empêche pas d'exister. Moi, maintenant que je deviens vieux, je trouve que c'est très bien d'être vieux. Enfin non, c'est pas très bien, mais je veux être absolument respecté comme vieux. Est-ce que les bâtiments modernes sont vraiment porteurs d'histoire et de culture, comme l'étaient leurs prédécesseurs? Ils le seront, ça dépend de leur fonction, ça dépend comment ils vont vivre. C'est vrai que les choses bougent beaucoup plus vite maintenant, que les fonctions à l'intérieur des bâtiments changent, qu'on modifie les bâtiments beaucoup plus vite qu'on ne le faisait avant, que les matériaux avec lesquels on les construit ne sont pas
forcément, on ne va pas forcément pouvoir les retrouver. Quand on faisait tout avec la même pierre qui était la pierre du pays, c'était plus simple. Maintenant, c'est plus compliqué, parce que le plastique qu'on fabrique ici, l'acier qu'on fabrique là, peut-être que dans 30 ans, on ne les retrouvera plus. Donc je ne sais pas, on verra. Mais a priori, il n'y a pas de raison. Alors sur quels critères peut-on juger la réussite ou l'échec dans la construction d'un bâtiment moderne? Par sa fonctionnalité, son originalité? La fonctionnalité, c'est un minimum. Un bâtiment qui est pas fonctionnel, franchement, c'est rien du tout. Mais elle peut changer. Finalement, il y a beaucoup de bâtiments qui ont été construits comme des hôtels de ville et qui deviennent des musées, ou qui étaient des châteaux et qui sont... Il y a beaucoup changent de fonction comme ça, ou des églises qui deviennent des musées, ou des... Bon. Mais il faut que ça soit habitable. L'architecture est faite pour habiter. Si c'est pas habitable, c'est pas bien. Bon, mais une fois que c'est habitable, où ça devient nécessaire dans un paysage, parce que ça le complète, ça le finit, c'est quelque chose en haut d'une colline qui s'imprègne dans l'idée des gens. Le succès, c'est finalement, est-ce que les gens, le peuple, s'habituent à ce bâtiment et l'intègrent à leur pensée, l'intègrent à leur paysage au point qu'il devient nécessaire. Ça, vous ne pouvez pas le décider, vous ne pouvez pas le savoir. Il faut revenir 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, et là vous savez si ça a marché. Mais si vous ne pouvez pas essayer de le faire. Mais ce que vous pouvez essayer, c'est de faire quelque chose de beau, quelque chose de bien. Si vous faites une cochonnerie commerciale, vous pouvez être tranquille, ça ne durera pas. Ça ne sera jamais un monument. Un monument, c'est quand même toujours quelque chose qui vient de l'âme. Ces 20 dernières années, vous avez beaucoup travaillé et séjourné en Chine. Vous avez réalisé de nombreux projets dans différentes villes chinoises. Y a-t-il un endroit dont vous gardez un souvenir particulier? Oui, bien sûr, il y a des tas d'endroits comme ça. Mais il y a un endroit, par exemple à Pékin, auquel je suis très attaché, c'est la bibliothèque impériale, là, à côté du temple de Confucius. Parce que quand je travaillais à l'opéra, que je commençais à travailler, j'y allais souvent. Parce que c'était un endroit calme. Maintenant, c'est devenu un musée, mais à l'époque, c'était encore un endroit où il y avait des classes. Et c'était pas bien entretenu. C'était un jardin, il n'y avait personne. Et il y avait cette construction au milieu d'un bassin. Et je me disais, ah, c'est comme mon théâtre. Hein, c'est exactement comme ça. Un bassin, un bâtiment au milieu. Je me dis, ça doit marcher. Durant votre carrière, vous avez également été confronté à des critiques. Vous avez certainement vécu des périodes de doute. Durant ces moments-là, de quelle manière réagissez-vous? De toute façon, je vais vous dire, c'est même pas des périodes de doute, c'est que je doute tout le temps. Et moi, je suis convaincu que... Enfin, je suis toujours étonné par les artistes qui ne doutent pas. Moi, en tout cas, je doute absolument tout le temps. Et je pense que plus j'accepte de douter, plus j'ai des chances de faire bien. Mais il faut que ça s'arrête, quoi. Il faut douter jusqu'au moment où vous vous dites que là, il y a quelque chose de bien. Et à ce moment-là, vous accrochez et vous battre pour que ça se passe. Qu'est-ce qu'on fait dans les périodes de doute les plus forts? On essaie de survivre. C'est pas agréable du tout. Mais c'est comme ça. Je veux dire, c'est nécessairement comme ça. Personne ne peut arriver à la création sans le doute. Aujourd'hui, vous êtes également professeur d'architecte. Quels conseils aimez-vous donner à vos élèves? D'abord de travailler. Ils trouvent que ils trouvaient que j'étais très exigeant et très méchant avec eux de temps en temps, parce que je leur disais qu'ils ne travaillaient pas assez, que c'était pas assez bien. Mais c'est vrai, il faut travailler beaucoup, quoi.
faut aller voir des choses, faut se nourrir. Voilà, un élève, d'abord, il faut qu'il se nourrisse. Pas seulement, pas qu'il regarde que de l'architecture, qu'il lise de la poésie, qu'il lise des romans, qu'il aille se promener, qu'il aille voir des paysages, voilà, il faut qu'il se nourrisse. Et ensuite, qu'il réfléchisse à tout ça. Et puis, surtout, qu'il ne se laisse pas influencer par les tendances. Il y a une chose qui est très mauvaise, c'est de se remplir il faut se nourrir, mais il ne faut pas se remplir la tête de choses qu'on va imiter. Ça, c'est très très mauvais. Il y a beaucoup de jeunes architectes qui font ça. Ils rassemblent des images, on leur pose un problème, ils rassemblent des images. Qu'est-ce qu'a fait machin, qu'est-ce qu'a fait machin, qu'est-ce qu'a fait truc, piano, qu'est-ce qu'il a fait, chou, qu'est-ce qu'il a fait, C'est très mauvais, c'est très mauvais. Ça, je leur déconseille complètement de faire ça. Je dis d'abord, vous réfléchissez à ce que vous pensez. Vous allez découvrir que vous ne pensez pas grand-chose, hein, que vous ne savez pas, bon, mais vous allez mesurer qu'il y a un problème. Ensuite, vous allez regarder ce que les autres ont fait. Quand vous aurez essayé, vous allez regarder. Et là, vous allez comprendre ce qu'il y a de bon ici, de bon là, d'ingénieux ici, dans un troisième, etc. Pour comprendre, il faut avoir travaillé. Donc, et pas regarder ce que les autres ont fait et tâcher de s'en débrouiller. Hein? Et puis, ensuite, il faut être libre. Et ça, je leur ai dit très très souvent. La liberté, c'est quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose qu'on ne vous donne jamais. Ils disent, il faudrait qu'on soit libre. Je dis, jamais. Vous ne serez jamais libre. Jamais quelqu'un va vous dire, voilà, je vous donne la liberté. C'est pas vrai. La liberté, c'est le pire esclavage, c'est vous-même qui l'organisez entre vous avec vos références, vos machins, vos trucs, vos peurs, vos inhibitions. Donc la liberté, c'est quelque chose qui est un travail à l'intérieur de soi. Quand vous serez libre à l'intérieur de vous, vous avez des chances d'être libre dans votre création et vis-à-vis des autres. Sinon, si vous ne faites pas d'abord ce travail, et vous n'avez pas besoin de clamer sur les toits que vous êtes libre, c'est une chose intérieure. Voilà, puis après il y a la chance, après il y a 1000 choses pour réussir. Comment concevez-vous la suite de votre carrière? Vous comptez vous tourner encore davantage vers l'écriture et la peinture? Mais je voudrais bien équilibrer les choses. D'abord, je pense que l'architecture va m'abandonner un peu. Si je ne l'abandonne pas, elle va m'abandonner elle. Elle va trouver que je suis trop vieux et que ça va bien. Et en même temps, je veux dire que c'est bien d'avoir des projets. Je vais arriver à 80 ans. Je peux faire d'autres projets. Mais est-ce qu'il faut que je fasse un projet qui demande 15 ans? Peut-être pas. C'est pas raisonnable. Ça m'amènerait à 95 ans. Bon, mon client peut douter qu'à 95 ans, je serai encore lucide. Je ne sais pas. Mais je peux en faire de l'architecture, mais peut-être pas autant. Et j'ai beaucoup envie de m'équilibrer en faisant de la peinture et d'écrire. Et j'ai envie de faire une autre architecture peut-être. Je vous parlais de sculpture, je vous parlais de jardin, je vous parlais de... Vous voyez, moi j'ai plus envie de travailler maintenant pour des choses peut-être plus limitées, peut-être pour des fondations, peut-être pour des choses d'une extrême qualité, mais voilà, où j'aurais pas à déployer une force physique qui pourrait venir à me manquer. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Félicitations pour votre exposition et bonne continuation pour votre carrière peintre. Merci beaucoup. Merci.